Bonjour Elisabeth Guigou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de Seine-Saint-Denis, vous êtes présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, vous êtes ancienne ministre. Hier, un Boeing 777 de la Malaysian Airlines assurant la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur avec 298 personnes à son bord a explosé en vol au-dessus de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Il aurait été abattu par un missile sol-air. Avant même d'évoquer le contexte et les conséquences géopolitiques, est-ce qu'il n'aurait pas fallu interdire le survol de cette zone de guerre ? Oui, évidemment. C'est ce qu'on se dit maintenant. Mais il y a manifestement eu une appréciation pas suffisamment précise des risques. Est-ce qu'on a péché par négligence ? Non, je ne dirais pas ça, parce que tout le monde était très concerné, mais certainement une appréciation trop approximative de s'il est prouvé que c'est un missile, parce que c'est ce qui est le plus probable, d'après ce que nous disent les experts. C'est ce qui est le plus probable. L'avion a explosé en vol. On ne peut pas tout à fait exclure qu'il y a eu une bombe à l'intérieur de l'avion. C'est sûr, c'est une explosion. Pour vous, une bombe à l'intérieur de l'avion, c'est un des scénarios possibles à mettre sur la table. C'est quelque chose qui est évoqué par les experts. Je pense qu'il faut examiner toutes les hypothèses. Je pense qu'il ne faut pas aller vers des conclusions trop hâtives. Le plus probable semble être quand même un missile sol-air, mais n'allons pas aux conclusions tout de suite. Ce qui est, justement, compte tenu de cette incertitude, et parce qu'il y a cette guerre des communiqués, bien entendu, entre les belligérants, puisque c'est une guerre, je crois que ce qui est important, le plus important maintenant, c'est que des experts internationaux indépendants puissent aller sur place. La zone, heureusement, a été enfin sécurisée hier soir pour que n'importe qui puisse pas y aller. Des experts internationaux de tous les pays qui sont concernés. Les Nations Unies ont convoqué une réunion d'urgence. Le Conseil de sécurité se réunit cet après-midi. Est-ce que c'est une des choses, une des hypothèses que vous aimeriez qu'ils mettent sur la table, se dire, voilà, envoyons immédiatement Oui, mais je pense que c'est demandé, ça va se faire. Ça va se faire. Je pense que tous les protagonistes ont intérêt à ce que ce soit des experts indépendants de tous les pays concernés, c'est-à-dire ceux qui ont des ressortissants. Nous ne savons pas encore, malheureusement. Alors, justement, Elisabeth Guigou, à cette heure-ci, est-ce que vous savez s'il y avait ou non des passagers français à bord de l'avion ? Je ne sais pas, il y a encore une incertitude parce que nous n'avons pas la liste complète des passagers. Est-ce que c'est normal, ça ? Non, en principe, la compagnie aérienne doit pouvoir fournir immédiatement. Comment il peut rester un flou ? La liste complète des passagers, ce qui n'est pas le cas. Donc nous sommes encore dans l'incertitude sur la présence de ressortissants français. Je ne l'explique pas. Il y a un doute sur la nationalité d'une quarantaine de passagers. Je le constate, c'est que nous n'avons pas la liste complète et ça c'est à la compagnie aérienne de la fournir. Je voudrais qu'on écoute le vice-président américain Joe Biden. J'ai travaillé avec notre équipe de sûreté nationale et j'ai eu le président ukrainien, M. Poroshenko, au téléphone à propos des tragiques circonstances dans lesquelles un avion malaisien aurait été apparemment, je dis bien apparemment parce que je n'ai pas les détails, il aurait été abattu près de la frontière russe. Abattu. Ceci n'est pas un accident. Qui aurait pu tirer un missile pareil ? Qui a les moyens d'abattre un Boeing à 10 000 mètres d'altitude ? C'est toute la question. Est-ce que les séparatistes qui sont accusés par le gouvernement de Kiev avaient ces possibilités ? Avaient-ils les armements ? C'est quand même très sophistiqué. Il faut des fusées très sophistiquées ou pas. Le gouvernement ukrainien a produit un enregistrement, une conversation qui semble accréditer cette hypothèse que ce seraient les séparatistes pro-russes. Ceci dit, est-ce que c'était volontaire ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est une méprise ? Toutes ces questions restent ouvertes maintenant. Ce que je crois, c'est que d'abord, il faut qu'il y ait des experts indépendants le plus vite possible pour examiner les boîtes noires et déterminer les circonstances et les responsabilités. Deuxièmement, il faut que c'était déjà un conflit épouvantable. Est-ce qu'il y a un il risque faut vraiment d'escalade ? qu'il y ait, il y a un risque d'escalade sérieux. Donc c'est pour ça que la réunion de l'ONU est cruciale tout à l'heure. Il faut vraiment qu'il y ait un cessez-le-feu. La France ne cesse de le réclamer. La France, l'Allemagne, les pays, vous vous souvenez. Mais on est impuissant ?
Non, je crois que dans des situations comme ça, nous agissons en disant nous voulons un cessez-le-feu. Deuxièmement, que les discussions se poursuivent, les négociations se poursuivent à 4. C'est le groupe dit de Bénouville qui a été constitué en Normandie avec la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne. C'est un groupe qui a déjà permis, malgré tout, une certaine détente. On constate que le contexte ne s'est pas calmé. Non, mais vous savez, dans ce type de conflit, tout peut surgir à tout moment et le moindre incident, mais là c'est quelque chose d'extrêmement grave évidemment, peut faire déraper. Donc le risque d'escalade est permanent. C'est pour ça qu'il faut constamment, 1, cesser le feu, 2, revenir à la table de négociation, 3, évidemment respecter les frontières, 4, libérer tous les otages car il y en a encore. Voilà. J'aimerais qu'on écoute justement la façon dont les Ukrainiens et les Russes se renvoient la responsabilité. Écoutez le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Poroshenko. Bien évidemment, l'État où s'est produite cette catastrophe en est le responsable. J'ai déjà donné des instructions au département militaire pour qu'il apporte toute l'aide nécessaire pour élucider ce crime. Je demande également au gouvernement russe de tout faire pour permettre une enquête minutieuse. Je viens d'avoir une conversation avec le Premier ministre des Pays-Bas. J'ai présenté mes condoléances au nom du peuple ukrainien et proposé que des experts néerlandais ouvrent une enquête sur cet acte terroriste. Ce n'est ni un incident, ni une catastrophe, c'est un acte terroriste. Vous disiez à l'instant, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, l'Europe le demande, la France le demande. Mais est-ce que l'Europe a bien géré cette crise quand on voit que ça fait des mois que ça n'est pas réglé et que ça continue à être l'escalade? Oui, vous savez, il y a l'Europe, bien sûr. C'est un acteur évidemment important. Enfin, ça se passe à nos portes. Non, mais bien sûr. Nous avons tout fait, évidemment, pour empêcher cette escalade. Souvenez-vous que 3 ministres européens sont allés à Kiev le 21 février. Laurent Fabius, Franz Steinmeier et Radislav Sikorski, le Polonais, ils sont allés et ce sont eux qui ont obtenu le cessez-le-feu à Kiev. C'était Maïdan, moi je m'y suis trouvé 8 jours après, était à feu et à sang quand même. Hein. Et ils ont évité qu'il y ait un bain de sang beaucoup plus important. Je peux vous dire, pour être allé plusieurs fois à Kiev, que les Ukrainiens nous en sont très reconnaissants. Donc on ne peut pas dire que l'Europe ait été impuissante. Simplement nous plaidons pour que c'est pas nous qui pouvons imposer la paix de l'extérieur. C'est aux Ukrainiens et aux Russes de trouver les voies d'une solution pacifique. C'est évidemment très important. La deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres, il y a évidemment les Américains aussi, sont des acteurs importants. Je pense que le rôle de l'Europe, c'est d'appeler à l'apaisement. Nous n'avons pas besoin de revenir à une guerre froide. Mais est-ce que ça suffit d'appeler à l'apaisement? Est-ce qu'il n'y a pas des initiatives concrètes à prendre? Il y a des initiatives qui sont prises en permanence. À Bénouville, c'est le président de la République qui a obtenu le 6 juin, que pour la première fois, M. Poroshenko, nouveau président de la République élu et largement à Kiev, puisse avoir une discussion directe avec M. Poutine. Depuis, ils se sont parlé plusieurs fois au téléphone et donc... Vous estimez qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire? Non, mais c'est pas ça. Il faut toujours redoubler d'efforts. Il faut jamais être satisfait. Tant qu'on n'a pas la paix, nous n'en sommes jamais satisfaits. Je pense que non, s'il y a, si vous voulez, quelque chose qu'on peut reprocher à l'Europe, c'est dans le passé, pas sur cette crise, parce que nous tenons la seule ligne possible, fermeté à l'égard de la Russie, non reconnaissance de l'annexion de la Crimée, bien entendu, extrême fermeté. Vous avez vu que le Conseil européen a durci les sanctions à l'égard de la Russie parce que les incidents continuent. Et en même temps, disponibilité constamment à ouvrir le dialogue et à approfondir le dialogue avec la Russie parce que c'est notre plus grand voisin. Est-ce qu'il faut continuer? Moi, je pense qu'il faut continuer sur cette ligne. Je pense qu'il faut que l'Europe aussi reste unie. Notre plus grande force est notre unité. Si nous avons été faibles dans le passé, c'est parce que nous étions désunis. Une dernière question sur ce contexte. Est-ce que dans ce contexte, la France peut livrer ses Mistral à la Russie? Écoutez, c'est une question qui reste en suspens. La livraison ne se fera pas avant le mois d'octobre. S'il y a des sanctions économiques, ce qui impliquerait de passer de la phase 2 des sanctions où nous sommes actuellement et à l'intérieur du cadre de la phase 2, nous avons durci. Si nous passons aux sanctions économiques, à ce moment-là, nous examinerons tous les contrats de toute nature qui sont passés entre ceux du Mistral. Tous les contrats de toute nature qui sont passés par les pays européens. Et il n'y a pas de raison de cibler simplement la livraison d'un navire, encore une fois, quel qu'il soit, par rapport, contribuer à la guerre, aussi bien les contrats en matière d'énergie que les contrats financiers. Voilà. Elisabeth Guigou,
Pendant ce temps-là, offensive terrestre lancée par Israël à Gaza, est-ce que vous estimez que c'est un usage proportionné ou disproportionné de la force ? Je pense que c'est un conflit épouvantable qui a déjà fait près de 260 morts, beaucoup de civils à Gaza. C'est très difficile de dissocier les membres du Hamas des victimes civiles. Il y a eu des choses épouvantables des deux côtés. 3 jeunes Israéliens enlevés est mort. En représailles, un jeune Palestinien brûlé vif. D'ailleurs, les auteurs présumés sont jugés. Maintenant, une offensive terrestre sur Gaza, la mort de quatre enfants sur une plage. Oui, effectivement. Bon, donc tout ça, je veux dire, nous n'avons pas nous avons à dire. Maintenant, d'abord, il faut qu'Israël ait de la retenue dans cette présence terrestre. Ça veut dire quoi, de la retenue ? De la retenue, c'est de faire attention aux victimes civiles, de faire en sorte que... Ça veut dire que vous cautionnez une partie de l'action, mais pas l'autre ? Non, autant je pense que naturellement, Israël a le droit de se défendre. Bien entendu, il y a eu plus de 1000 roquettes qui sont tombées sur le territoire. Je pense que maintenant, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Nous le demandons. Il y a eu une trêve hier de quelques heures. C'est pas tout à fait comme un cessez-le-feu. Vous demandez quoi, de la retenue ou vous demandez un cessez-le-feu ? Un cessez-le-feu. Ok, nous demandons un cessez-le-feu. Et avant que ce cessez-le-feu n'intervienne, parce qu'il faut que le cessez-le-feu intervienne évidemment des deux côtés, hein, on doit se dire qu'il n'y a pas d'issue dans la poursuite de ce conflit. Nous connaissons tous les termes d'un règlement de paix possible. Ça fait 20 ans que ça a été accepté par la communauté internationale à Oslo, c'est-à-dire 2 États, Jérusalem capitale de chacun de ces 2 États. Mais si on sait ce qu'il faut faire, pourquoi ça marche pas ? Et le problème... Est-ce que l'Europe, là encore, ne parle pas suffisamment fort ? Est-ce que la France ne parle pas suffisamment fort ? Écoutez, l'Europe, les États-Unis ne cessent, et la Russie aussi d'ailleurs, de dire nous sommes d'accord. Le problème, c'est qu'il faut maintenant appliquer les termes de cet accord et que ça dépend d'abord et avant tout et d'Israël et des territoires et de la Palestine, et que évidemment chaque incident grave, chaque mort ravive et provoque de l'escalade. Donc nous disons, nous avons une attitude équilibrée à la fois vis-à-vis d'Israël et de la Palestine. Nous pensons que les responsabilités sont là, elles sont conjointes des deux côtés. Nous ne souhaitons pas accuser un camp ou l'autre. Nous disons, il vous appartient de faire, et en même temps c'est vrai que nous constatons que il y a des victimes civiles du côté d'Israël quand on lance des roquettes. Et il y a malheureusement, parce que Gaza est un territoire extrêmement peuplé et enclavé, il y a près de 260 victimes mortes déjà, sans compter évidemment les blessés. Et la vie quotidienne est un enfer à Gaza. Et Elisabeth Guigou, hier, les chefs d'État se sont rassemblés à Bruxelles pour mettre en place la nouvelle commission de Jean-Claude Juncker. La France n'a toujours pas dit officiellement qui serait le candidat français pour la Commission européenne. Est-ce qu'à cette heure-ci, vous êtes toujours candidate pour un poste de commissaire européen ? D'abord, la France n'est pas la seule à pas avoir exprimé son choix. C'est le président de la République qui le fera. Il a dit qu'il le ferait à la fin du mois de juillet. Moi, tant que le président de la République ne s'est pas exprimé publiquement, je continue à manifester mon intérêt et ma disponibilité, bien entendu. Après, la décision appartient au président de la République. Ce que je crois, c'est que ce qu'il faut, c'est qu'on essaie d'avoir la Commission européenne la plus efficace possible, parce qu'on a besoin, très franchement, de faire en sorte que l'Europe sorte de l'ornière dans laquelle elle est tombée depuis une dizaine d'années. Et il faut une commission forte, il faut une commission qui puisse travailler avec les États, qui soit composée avec des gens qui est en effet... Mais pour l'instant, on sent que ça bloque un peu quand même. Ça bloque parce que c'est pas facile. C'est pas facile de mettre d'accord 28 pays qui, en plus de ça, il faut respecter les équilibres, le Nord, le Sud, les grands, les petits pays, les anciens, les nouveaux membres, les équilibres politiques, les hommes, les femmes, évidemment, parce que c'est une exigence du Parlement européen. Et je pense surtout que ce qu'il faut, c'est se dire qu'il faut nommer les bonnes personnes aux bons endroits et qu'il y a des postes particulièrement stratégiques. Par exemple, que vous pourriez être la bonne personne pour quel endroit ? Non, moi je
Quel portefeuille pourrait être intéressant pour la France? Je pense que les portefeuilles qui sont intéressants sont ceux qui sont au cœur des compétences de la Commission. Que naturellement, le cœur de ces compétences, il est à dominante économique. Qu'il y a plusieurs postes qui sont intéressants. Si nous avons une vice-présidence et si ça fonctionne en pôle de politique, c'est intéressant. Il ne faut pas que ce soit une vice-présidence sur des postes qui n'ont pas beaucoup de consistance non plus. Donc tout ça, il faut veiller. Ce sont les éléments de la négociation auxquels veille le président de la République. Et je pense qu'il faut à la fois penser naturellement à la capacité de la France d'influencer parce que nous avons une conception et nous avons une responsabilité particulière. Oui. Mais en même temps, il faut penser aussi à l'intérêt général européen. Et c'est toute la difficulté. À cette heure-ci, vous êtes donc toujours dans la course? Écoutez, moi, je n'ai aucune raison, tant que le président ne s'est pas exprimé, de renoncer à dire que, en effet, c'est une responsabilité qui m'intéresse et que je crois, à laquelle je crois être préparé, aussi bien, sur plusieurs de ces postes évidemment importants qui pourront influer sur l'avenir de l'Europe et d'autre part faire en sorte que notre pays puisse reprendre le leadership qu'il a eu longtemps. Toujours candidate donc. Merci infiniment Elisabeth Guigou d'avoir été notre invitée ce matin.